Bonjour à tous, nous sommes ici réunis pour le webinaire suivant, je ne sais plus combien on en est, après la petite relâche du mois d'août. Nous accueillons aujourd'hui Miguel Montargès. Miguel Montargès a fait son doctorat pratiquement à l'Observatoire, mais techniquement à Paris 6. Après, il a enchaîné les post-docs à l'IRAM, à Grenoble, à l'Université de Louvain et maintenant à PSL et techniquement à l'Observatoire de Paris, et plus spécialement sur le site de Meudon qu'il aime beaucoup. Vous le connaissez peut-être pour ses observations à la table équatoriale qui commencent à être diffusées un peu partout grâce à un concours de youtubeurs. Et Miguel étudie spécialement la fin de vie des étoiles et comment leur matière est éjectée pour régénérer des nouveaux systèmes d'étoiles et éventuellement des systèmes planétaires. Alors, les côtés pratiques pour les spectateurs, si vous voulez poser une question, vous avez deux choix. Soit vous utilisez le module Q&R, question-réponse, et vous posez votre question à l'écrit, et soit on y répond à l'écrit si c'est très simple, soit je reprends la question oralement, soit je vous ouvre le micro pour que vous puissiez parler. Vous pouvez aussi lever la main dans vos petits formulaires, et quand quelqu'un lève la main, je lui passe le micro pour qu'il pose la question oralement, surtout si c'est des questions un peu techniques. Alors, c'est parti pour 30 minutes à peu près, et puis un petit temps pour les questions-réponses. Le séminaire sera retransmis en vidéo, donc retransmis en différé sur la chaîne YouTube de l'Observatoire, comme tous les autres séminaires, avec un petit délai le temps que je traite la vidéo. Miguel, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Ah, Moi, je t'entends très bien, donc je pense que parfait. tout le monde m'entend aussi. Donc, je partage. Normalement, vous devez voir mon écran. Va bien. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Nicolas et la direction de la communication pour cette invitation à parler de Bételgeuse. J'ai l'impression de ne faire que ça depuis quelques mois. Vous en avez sans doute entendu parler en 2019-2020. Cette étoile Bételgeuse, une super géante rouge, a subi une perte d'éclat inattendue. Et donc, je vais un peu vous raconter pourquoi, comment c'est arrivé et comment on l'a observé pour essayer de comprendre cet événement. Alors, ici, on a une vue de la constellation d'Orion qui est visible l'hiver, normalement. Actuellement, elle est visible dans le ciel, mais il faut se lever à 4 heures du matin, je pense, pour réussir à la voir à l'est, en train de se lever. Et Bételgeuse, c'est l'étoile rouge-orange ici qu'on voit en bas à gauche. Donc, alors, passer voilà la slide. Ça, c'est la constellation d'Orion telle qu'on peut la voir dans le ciel dans l'hémisphère nord. Donc, elle est droite comme ça. Alors, elle est très facile à trouver avec les trois étoiles qui forment le baudrier au centre. Rigel, la géante bleue en bas à droite, et Bételgeuse qui est ici en haut à gauche. Alors, quelques chiffres. Promis, je crois que c'est quasi les seuls vraiment qu'il y a dans cette présentation, mais c'est juste pour avoir des ordres de grandeur concernant Bételgeuse par rapport au Soleil. Donc, le Soleil, il est à 8 minutes-lumière de nous. Bételgeuse, elle est à 724 années-lumière. Donc, ça veut dire qu'on la voit telle qu'elle était il y a 724 ans, alors que le Soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Le rayon de Bételgeuse, c'est 900 fois le rayon du Soleil, sachant que le rayon du Soleil, c'est déjà 110 fois celui de la Terre. C'est quelque chose de très gros. Hein. En fait, si Bételgeuse était maintenant dans le système solaire, nous, on serait dedans. Je vous illustrerai ça un peu plus tard. Sa masse, malgré cet énorme volume, est seulement 15 fois à 20 fois la masse du Soleil. Donc, c'est relativement léger pour la taille. Elle est beaucoup plus froide que le Soleil, c'est pour ça qu'elle nous apparaît rouge, mais elle est beaucoup plus lumineuse que le Soleil. Elle est plus de 10 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Donc, c'est quand même un monstre par rapport à notre Soleil. Alors, les étoiles qui sont des supergéantes rouges ne le sont pas durant toute leur vie. Elles sont le produit de l'évolution stellaire. Donc ici, vous avez un schéma assez simplifié qui montre comment évoluent les étoiles. Vous avez ici les étoiles qui vont naître dans des nurseries stellaires.
Pour les étoiles qui font moins de 8 fois la masse du Soleil, ben, elles vont être des naines jaunes, comme le Soleil, puis devenir des géantes rouges, avant de former des nébuleuses planétaires qui sont très belles à voir au télescope. Donc on voit le cœur de l'étoile, le noyau de l'étoile, entouré de son enveloppe de gaz qu'elle a éjectée, avant de devenir des naines blanches. Et une partie de la matière est retournée au milieu interstellaire. Pour les étoiles plus massives que 8 masses solaires, là, l'étoile va devenir une géante bleue, va rester beaucoup moins longtemps sur cet état-là, pour ensuite devenir une super géante rouge et exploser en supernova. Ça, on en reparlera un peu après. Et après la supernova, elle va donner soit une étoile de neutrons, soit un trou noir. Et de la même façon, une partie de la matière va être restituée au milieu interstellaire pour faire les fameuses poussières d'étoiles qui peuvent former de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Alors ici, on a une vue d'artiste que je crois tout le monde montre quand on fait une présentation sur Betelgeuse. Elle a maintenant plus de 10 ans, cette vue d'artiste. Elle a été produite par l'ESO et elle montre Betelgeuse à l'échelle du système solaire. Là, ici en haut, vous avez le Soleil, le disque blanc là, et les planètes du système solaire à l'échelle. Et donc, on voit que la limite de la surface de Betelgeuse atteint quasiment l'orbite de Jupiter. Donc, ça veut dire que là, si on la mettait maintenant dans le système solaire, on serait dedans, mais la surface de l'étoile serait au niveau de l'orbite de Jupiter. Donc, ça fait un volume dans lequel on pourrait mettre 1 milliard de fois le Soleil. Et je le répète, il n'y a que 15 fois la masse du Soleil dans cet énorme volume. Donc, c'est quelque chose de très dilué, sachant qu'en plus, toute la masse est essentiellement au cœur de l'étoile. Alors, les supergéantes rouges, ce qui est particulièrement intéressant, enfin en tout cas, ce qui moi m'intéresse, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle un vent stellaire très important, beaucoup plus important que celui du Soleil. Donc, le Soleil a un vent solaire, donc il perd de la matière constamment, mais celui des supergéantes rouges, il est, que je ne dis pas de bêtises, 10 millions de fois plus important que celui du Soleil. Donc, ça veut dire qu'une étoile comme Betelgeuse, en 500 000 ans, elle a perdu, soufflé dans son vent, l'équivalent de la masse du Soleil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment ce vent est déclenché. On ne sait pas du tout comment la matière va pouvoir partir de la surface de l'étoile pour aller vers le milieu interstellaire, à former du gaz et de la poussière. Une des possibilités qui est évoquée, ce serait qu'on a ces immenses cellules de convection à la surface de l'étoile, donc c'est de la matière en mouvement, je vais vous montrer ça tout de suite, qui pourrait permettre en quelque sorte à la matière de décoller de la surface de l'étoile. Mais voilà, c'est une hypothèse, ça n'a pas encore été vérifié, et c'est l'objet de mes travaux d'essayer de comprendre si ça peut être la convection qui déclenche cette paire de masse ou le champ magnétique ou autre chose. Et donc cette convection, pour l'illustrer un peu mieux, il y a cette vidéo que j'ai. Il y a un souci, je n'ai plus le son, Miguel. Miguel, La remontée du cœur de l'étoile c'est bon. et qui va se refroidir à la surface de l'étoile pour ensuite redescendre lorsqu'elle est sombre vers le cœur de l'étoile. Donc, on a ces mouvements en permanence à la surface de l'étoile. Alors, le Soleil a également de la convection de manière similaire, la granulation solaire. Mais là où sur le Soleil, on a des millions de cellules de convection sur une relativement petite étoile, Betelgeuse, on va avoir une dizaine, une vingtaine peut-être de cellules de convection à la surface de l'étoile sur une étoile qui fait la taille de l'orbite de Jupiter. Donc quelque chose encore de beaucoup plus gros avec une physique totalement différente de ce qu'on voit sur le Soleil. Donc, je vais arrêter la vidéo hypnotique et je vais continuer. J'ai parlé tout à l'heure de la durée de vie des étoiles. Je me suis rendu compte que quand on donne le fait que ben voilà, le Soleil va vivre 10 milliards d'années en tant que naine jaune, Betelgeuse 10 millions d'années en tant que géante bleue et supergéante rouge, bon, on a les chiffres, mais notre cerveau n'arrive pas vraiment à réaliser ce dont il s'agit. Donc ici, j'ai représenté la vie du Soleil. Un carré, si mes souvenirs sont bons, fait quasiment 10 millions d'années. Donc en jaune, vous avez toute la vie du Soleil en tant que naine jaune, et en rouge, le milliard d'années qu'il passera en géante rouge.
Ce qu'on peut se demander, c'est si on met la vie de bételgeuse à cette échelle, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente ça. Donc, vous avez 1,5 carré de bételgeuse qui va être une géante bleue et un demi-carré en tant que super géante rouge. Donc, ça veut dire que ces étoiles très massives, c'est un peu des feux d'artifice, donc très lumineux, très vite et vraiment pas longtemps, alors que des étoiles comme le Soleil, c'est plutôt des bougies. Voilà, on va les allumer, ça va brûler gentiment, mais ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, une autre façon de le voir aussi, c'est ce que j'ai réalisé pendant ces études, quand j'ai eu des interviews avec des journalistes, c'est que Bételgeuse, si les dinosaures ont regardé le ciel depuis la Terre, il y a plus de 60 millions d'années, ben, en fait, ils n'ont pas vu Bételgeuse dans le ciel parce qu'elle n'existait pas. C'est même pas qu'elle n'était pas super géante rouge, elle n'était même pas géante bleue, elle n'était même pas née encore. Donc, alors que le Soleil était là depuis longtemps. Donc, ça montre vraiment que c'est un autre type d'étoile. Alors, Bételgeuse, c'est une étoile extrêmement célèbre. Donc, pourquoi? Ben, déjà parce que l'hiver dans la constellation d'Orion, ben, déjà la constellation d'Orion, c'est une des plus faciles à repérer du ciel. Moi, c'est probablement la première que j'ai repérée dans le ciel. Et sa couleur rouge-orangée en haut de la constellation fait qu'on la voit très facilement. C'est une étoile qui est très facilement identifiable. En fait, c'est même la première étoile que j'ai su nommer dans le ciel. Mais une autre raison qui fait qu'elle est extrêmement célèbre, c'est que, particulièrement dans le monde anglo-saxon, c'est qu'il y a eu ce film qui s'appelait Bételgeuse, où il y a bon, voilà, quelqu'un qui est mort, qui revient d'entre les morts, et qui a été un certain succès aux États-Unis. Et les gens savent que le nom vient de l'étoile. Donc, ça fait que ça rend cette étoile encore plus célèbre. À ma grande honte, je dois dire que je n'ai toujours pas vu ce film et mon étudiante en thèse se moque régulièrement de moi pour ne pas l'avoir vu. Je pense qu'elle a bien raison. Alors, on en arrive au cœur du sujet. Donc, Betelgeuse, c'est une supergéante rouge et comme toutes les supergéantes rouges, son éclat varie au cours du temps et de manière semi-régulière. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait régulier, mais ce n'est pas non plus totalement irrégulier. Donc, on voit ici la courbe de lumière en lumière visible depuis les années 80 jusqu'à 2018. Et ben, on voit qu'il y a ces espèces d'oscillations. Alors, on a presque envie de dessiner la période, mais on voit bien que ce n'est pas exactement régulier. Donc, la période principale ici est d'à peu près 400 jours. Et donc là, j'en arrive à ce qui s'est passé en 2019. Ça a commencé en fait, en novembre, on a commencé à avoir quelques emails sur des mailing lists spécialisés qui disaient attention, Bételgeuse ne se comporte pas comme d'habitude. Et le 7 décembre, c'est en quelque sorte devenu officiel. On a eu ce qu'on appelle un télégramme des astronomes. Alors, c'est pas du tout par télégramme, malheureusement, ça aurait été rigolo, mais c'est par un site internet et sur Twitter, on peut suivre le compte Astronomeur Télégramme, qui indiquait, ben voilà, il y a une baisse de luminosité exceptionnelle de la supergéante rouge Bételgeuse. Le 11 décembre, on en avait discuté avec Pierre Carvela, que vous connaissez ici au LESIA, à l'Observatoire de Paris, et avec Éric Lagadec, qui est à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, de ça, ce qu'il fallait observer. Voilà. Et moi, j'ai clairement écrit, bon, pour l'instant, ça peut être juste la conjonction des deux pseudo-périodes qui fait qu'on a un minimum de luminosité. De plus en plus faible. Ça descendait vraiment, c'était pas vertical, mais pas loin. Et bon, la presse commençait à en parler. Et je me suis dit, bon, allez, allons l'observer avec le VLT au Chili pour prouver qu'il n'y a rien d'exceptionnel qui lui arrive. Donc, c'était vraiment ça mon objectif. Le 22 décembre, donc 3 jours plus tard, j'ai envoyé ma demande de temps. Donc, pas s'il y a des observateurs dans la salle, mais écrire la demande de temps en 3 jours, la faire relire par les collègues et l'envoyer. Bon, d'habitude, ça prend un peu plus de temps, mais là, j'ai vu que je pouvais le faire en 3 jours. Donc maintenant, j'essaie de ne pas dépasser les 3 jours parce que j'ai prouvé que je pouvais le faire dans le temps imparti. Donc le 22 décembre, on envoie la demande de temps à l'Observatoire européen austral pour l'observer. Et comme c'est le 22 décembre, on part en vacances.
Le 27 décembre à minuit 28, je me souviens exactement, j'allais me coucher, j'allais passer mon téléphone en mode avion. Je vois un email de l'ESO qui me dit vous pouvez envoyer les blocs d'observation, donc les instructions d'observation par email au Chili. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Normalement, d'habitude, on a un mail qui dit formellement c'est accepté. Ensuite, on nous demande de faire les blocs. Et là, directement, on passait par ça. Il faut passer par une interface web. Enfin bon, il y a toute une procédure où tout est contrôlé plusieurs fois. Là, on m'a directement demandé de tout envoyer au télescope. J'étais un peu surpris. En fait, c'était parce que tout le monde était en vacances en Allemagne, à Munich, à l'Observatoire européen austral. Donc, si on voulait avoir les observations rapidement, il fallait passer par directement envoyer tout par email au télescope. Donc, on a court-circuité toutes les procédures standards d'observation de l'ESO. Donc, je ne suis pas allé me coucher. J'ai pris mon ordinateur et à 1h30, j'ai envoyé les blocs d'observation au Chili directement par email. Et là, je suis allé dormir. Et pendant que je dormais, la même nuit, à 6h20 du matin en Belgique, puisque j'étais en Belgique à l'époque, toutes les observations avec Sphère avaient été exécutées. Donc, je ne le savais pas encore, hein, je l'ai su que le lendemain en me réveillant à 9h et j'étais très content. Mais comme tout le monde était en vacances, contrairement à la procédure normale qui rend les observations immédiatement visibles, enfin téléchargeables à 14h environ en Europe, mais là, il n'y avait personne pour faire le contrôle qualité et rendre les observations disponibles. Donc, j'ai attendu impatiemment. Et c'est seulement le 29 décembre, grâce au coordinateur des observations à Paranal, au Chili, que j'ai pu recevoir les observations, toujours en court-circuitant la procédure normale. Là, c'est passé par son site personnel à l'ESO, où j'ai pu les télécharger. Donc, mais bon, ils étaient aussi impatients que moi de voir le résultat, donc ils étaient contents que je puisse les avoir aussi rapidement. C'est pas fini. Parce que comme j'étais en Belgique, la météo, elle est un peu comme actuellement sur Paris et sur Meudon, hein, durant l'hiver. En fait, je n'avais pas encore vu Bételgeuse de mes propres yeux depuis qu'elle avait connu sa paire d'éclats. C'est seulement le lendemain, à 21h30, que j'ai pu sortir et voir dans le ciel que effectivement, Bételgeuse était moins lumineuse que d'habitude. En fait, normalement, elle est aussi lumineuse que Rigel, la géante bleue en bas à droite de la constellation. Mais là, elle était beaucoup moins lumineuse et c'était flagrant de le voir à l'œil nu. Il y avait cette espèce de déséquilibre de la constellation et bon, c'était assez fascinant à voir. Et en plus, j'avais pu déjà voir les images issues de Sphère avant de voir l'étoile dans le ciel. Donc c'était assez amusant de déjà être au courant de ce qui se passait avant de l'avoir vu de mes propres yeux. Donc là, je vais vous montrer ce qu'a donné cette paire de luminosité. Donc c'est une courbe, j'ai oublié de préciser, qui vient de l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables. Donc ça, c'est jusqu'à 2018. Et là, je vais rajouter 2019. Donc voilà, ce qui s'est passé en 2019. On a eu cette perte d'éclat très importante ici à droite. Et depuis 150 ans qu'on observe Bételgeuse, on n'avait jamais vu ça. Donc là, je zoome maintenant sur la partie 2015-2020 pour mieux voir la perte de luminosité. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un nuage de gaz, de poussière qui est passé devant l'étoile? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à l'étoile elle-même? Alors, pour essayer de répondre à ces questions, ce n'est pas facile du tout, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Bételgeuse est constamment entourée d'un cocon de poussière qu'elle a elle-même éjecté. Donc, ce qu'on voit là, c'est une composition d'images faite par l'Observatoire européen austral, où vous voyez la coque de poussière qu'il y a autour de Bételgeuse. C'est vu par l'instrument Vizir du VLT, ça a été pris par Pierre Kervella. Et donc, ici, on voit en infrarouge l'émission de la poussière. Et le petit point blanc au centre, c'est Bételgeuse, c'est l'étoile, vraiment la surface de l'étoile. Donc on voit que c'est tout petit et que c'est vraiment entouré de ce gros cocon de poussière. Et s'il y a un disque noir ici autour de la photosphère, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poussière dans cette région, c'est parce qu'on est obligé sur l'image Vizir, là, on est obligé d'enlever la partie centrale qui est trop brillante. Donc on met un disque noir à la place. Et là, ce qu'on voit, c'est une image prise par Sphère lors de mon programme d'observation. Donc si on essaie de déterminer ce qui arrivait à Bételgeuse pendant sa perte de luminosité, ce qu'on essaie de faire, c'est comprendre ce qui est arrivé à ce petit point. Est-ce qu'il y a eu un nuage de poussière? Est-ce qu'il y a eu une tache sombre à la surface de l'étoile?
alors que c'est en permanence entouré de beaucoup, beaucoup de poussière. Donc c'est là qu'il faut utiliser ce qu'on appelle la haute résolution angulaire. Donc c'est un terme technique qui permet de dire qu'on va regarder des petits détails au niveau de l'étoile, y compris même la surface de l'étoile, et qu'on ne va pas juste prendre des données qui vont prendre l'ensemble de tout ce carré-là, tout mélanger, quand on fait par exemple de la spectroscopie. Parce que sinon, on ne pourrait pas distinguer de la nouvelle poussière qui se formerait devant l'étoile du gros nuage qu'il y a déjà autour de l'étoile. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé 3 instruments différents pour observer Bételgeuse. J'ai utilisé l'instrument Sphère sur le VLT. Sphère est ici sur le télescope numéro 3 du VLT, qui s'appelle Mellipal. C'est un imageur en lumière visible. C'est un télescope de 8 mètres, d'ailleurs il y a une grosse caméra qui s'affranchit de tous les effets de l'atmosphère. J'ai également utilisé l'instrument Gravity du VLTI, pour faire une recombinaison de 4 télescopes et déterminer la taille de l'étoile en infrarouge proche. Donc j'ai utilisé les 4 petits télescopes, parce que si on utilisait les 4 grands sur Gravity, sur Bételgeuse, on aurait de quoi brûler le détecteur tellement l'étoile est brillante. Et j'ai également utilisé l'instrument Matisse, également sur les 4 petits télescopes recombinés, pour déterminer la composition de la nouvelle poussière qui s'était formée. Alors, on va voir un peu tout ça. Donc tout d'abord, un petit rappel sur ce que c'est la lumière. Donc nous, la partie de la lumière qu'on voit, c'est ici du violet au rouge. C'est la lumière visible, mais ce n'est pas la seule forme de lumière. Il y a également l'infrarouge. Donc c'est là où on a utilisé Gravity et Matisse. Les micro-ondes, les ondes radio, si on augmente la longueur d'onde, ultraviolet, rayons X et gamma vers les courtes longueurs d'onde. Donc moi, avec Sphère, j'ai regardé en visible, donc en gros dans le vert et dans le rouge, qu'on peut voir avec nos yeux. Et avec Gravity et Matisse, j'ai regardé en infrarouge de la lumière, mais de la lumière invisible. Donc ici, on a une vue du télescope numéro 3 du VLT qui fait 8 mètres de diamètre et on voit l'instrument Sphère qui est ici en bas à droite du télescope. Et ici, vous avez en bas à gauche quelqu'un qui donne l'échelle de l'ensemble. Donc ça, c'est les dates de mes observations. Donc j'avais eu une première image exactement un an avant, lors du Nouvel An 2018-2019, exactement au précédent minimum. C'était un coup de chance. Et là, j'avais été faire ces observations au Chili. J'ai passé le Nouvel An à observer Bételgeuse. Et là, c'est les 3 observations pendant la période de l'humidité. Donc la première que j'avais demandée en décembre. Et j'ai refait une deuxième demande de temps. Et cette fois, j'avais demandé à pouvoir déclencher les observations pour avoir le temps exactement au minimum de luminosité et ensuite dans la remontée en luminosité avec Sphère. Donc là, c'est la première image qui a été publiée. Donc ça a été l'occasion d'une publication photo de l'Observatoire européen austral le 14 février 2020, où on voyait Bételgeuse avant sa perte de luminosité, donc janvier 2019, et décembre 2019, la première image pendant la descente de la courbe de lumière. Et bon, il y avait eu ce petit jeu de mots, comme c'était le 14 février 2020. Et comme j'avais dit à Barbara Ferreira, qui s'occupe de la communication à l'ESO, que j'adorais Bételgeuse. On avait mis que c'était ma Valentine secrète. Et bon, j'avais trouvé ça amusant. Donc, il y avait eu 70 000 vues après 2 semaines sur le site de l'ESO et une portée estimée à 2,3 milliards par l'ESO de ces images, parce que c'était vraiment un sujet qui intéressait tout le monde à l'époque. Et pouvoir montrer la surface de l'étoile, ça avait intéressé beaucoup de monde. C'est des articles qui avaient été repris dans le monde entier. Mais en fait, il n'y avait pas que 2 images. On avait donc, comme vous le savez, pris d'autres observations au minimum de luminosité et dans la remontée en lumière. Donc là, vous avez la série de 4 images dans un des filtres qu'on a utilisé avec Sphère, donc avant la perte de luminosité et durant la perte de luminosité. Et on voit donc qu'il y a cette partie sud-ouest de l'étoile qui, en quelque sorte, est manquante. Là, en fait, j'ai pris une échelle relative. Donc, chaque image est calibrée sur son minimum-maximum, ce qui donne l'impression que la perte de luminosité n'a eu lieu qu'au sud-ouest de l'étoile. Si on prend une échelle absolue de luminosité, ben là, on voit en fait que c'est l'ensemble de l'étoile
qui a perdu en luminosité. Là, le minimum en janvier 2020, c'est flagrant. Il y a comme une espèce de voile devant l'étoile. Alors, il y a eu pas mal d'autres études qui sont sorties avant la mienne, et c'est assez partagé. Donc, c'est 60% des études qui affirment qu'en gros, il y a eu un refroidissement de la surface de l'étoile, et 40% qui affirment qu'il y a eu un nuage de poussière qui est passé devant l'étoile. Bon, la proportion a peut-être un peu changé. Je n'ai pas actualisé ces chiffres depuis qu'il y a eu, depuis 2 mois qu'il y a eu d'autres études. Alors, c'est normal qu'on arrive à des conclusions différentes parce que ça dépend de la technique d'observation qu'on utilise. Selon la longueur d'onde et le type d'observation qu'on fait, on va être plus ou moins sensible à certaines caractéristiques de l'étoile. Donc, c'est pas du tout surprenant que les conclusions puissent diverger. Plusieurs scénarios donc étaient possibles pour comprendre la luminosité de l'étoile. Donc, est-ce que l'étoile avait diminué en taille? Est-ce qu'elle s'était contractée? Est-ce qu'il y a eu un refroidissement local de la surface de l'étoile, ou est-ce qu'il y a eu un nuage de poussière qui est passé devant l'étoile? Et là, 2 possibilités. Soit il a été éjecté, formé par l'étoile, ou est-ce que c'était quelque chose qui était en transit, qui était autour de l'étoile et qui passe devant l'étoile gentiment, sans avoir été émis par l'étoile. Donc j'ai testé ces 4 scénarios. Le fait qu'ils soient en transit, la réponse est rapidement non, parce que là on voit que quoi que ce soit qu'il y a sur ou devant l'étoile, c'est toujours en bas à droite, sud-ouest. Si c'était en transit, normalement, on aurait dû le voir traverser le disque de l'étoile et pas juste rester dans un coin. Donc, le transit, on a pu rapidement l'écarter. Concernant la conclusion des observations, que je ne vous montre pas parce que c'est des courbes moches d'interférométrie optique, la conclusion a été que la taille de l'étoile était la même avant la perte de luminosité et pendant la perte d'éclat. Il n'y a pas eu de variation significative, donc ce n'est pas ça qui a causé la perte de luminosité. Donc pas de contraction, pas de poussière en transit, il reste le refroidissement ou le nuage de poussière. Donc c'est 2 scénarios que j'ai testés avec beaucoup de modèles, de simulations. Donc en gros, j'ai simulé la présence d'un point froid à la surface de l'étoile, 8000 modèles, et plusieurs milliers de simulations dans lesquelles j'ai mis une étoile uniforme avec un nuage de poussière devant l'étoile. La simulation envoie plein de lumière, de photons qui partent de l'étoile. C'est une simulation de transfert radiatif. Et ça simule une image d'une étoile avec un nuage de poussière devant. Donc, ça a pris pas mal de temps à tourner. Hein. Ça a tourné ici sur la grappe de calcul de mes OPSL qui est sur le site de Meudon pendant plusieurs jours pour pouvoir produire ces résultats. Et voilà les résultats. Donc sur la première ligne ici, vous voyez les observations obtenues avec sphère, donc en lumière visible. Sur la deuxième ligne, vous voyez les meilleurs modèles avec un point froid à la surface de l'étoile. Et sur la dernière ligne, vous voyez les meilleures simulations avec un nuage de poussière devant l'étoile. La conclusion, c'est que les deux marchent quasiment aussi bien l'un que l'autre. C'est ce qui a été publié dans Nature au mois de juin. Là, je vais rapidement passer sur ces courbes, mais en gros, quand on regarde la luminosité de l'étoile en fonction de la longueur d'onde, on trace ce genre de courbe. En noir et en gris, vous avez des observations. Et en bleu, vous avez le modèle avec un point froid. Et en violet, celui avec un nuage de poussière. Et on voit qu'ils marchent quasi aussi bien l'un que l'autre. Il y a quelques nuances qui sont explicitées dans l'article. Et donc, voici les caractéristiques. On a soit une baisse de température avec un point froid à la surface de l'étoile qui serait 300 à 500 degrés plus froid que le reste de l'étoile, ou un nuage de poussière qui serait en fait des silicates avec des grains qui feraient 0,2 microns, donc plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, et voilà, une masse totale qui correspond en gros à ce que l'étoile perd normalement en 1 an. Et donc la conclusion de l'article, qui était cette perte de luminosité, il semblerait qu'il y a eu 2 phénomènes simultanément. Il y a eu un point froid à la surface de l'étoile qui a permis à de la matière qui avait été éjectée plusieurs mois auparavant, qui était sous forme de gaz devant l'étoile, donc transparente, de former de la poussière. Donc, comme il y a eu la surface de l'étoile qui s'est refroidie, le nuage de gaz s'est aussi refroidi, ce qui a permis que de la poussière apparaisse dans ce nuage. Et le gaz est transparent, mais la poussière ne l'est pas.
ce qui a causé les deux événements ensemble, une baisse de luminosité plus importante de l'étoile que d'habitude. Et donc, il semblerait qu'on ait eu assisté, en quelque sorte, à une perte de masse épisodique de l'étoile en direct. Donc, un épisode où elle a émis une bouffée de matière de manière plus importante, ce qui va nous aider à mieux comprendre comment les supergéantes rouges perdent la matière, ce que je disais au début de la présentation. On ne sait pas comment les supergéantes rouges perdent la matière. Ben là, on l'a peut-être vu en direct et ça va sans doute nous aider à créer de nouveaux scénarios qu'on va pouvoir tester. Le problème étant qu'on a vu ça que sur Betelgeuse et sur aucune autre supergéante rouge. Donc, c'est difficile de dire si c'est exceptionnel ce que Betelgeuse a subi, si c'est une étoile exceptionnelle parmi d'autres, ou si ça arrive sur toutes les autres, mais que ça n'arrive pas toujours dans notre direction et que ça arrive dans d'autres. Donc, il va falloir qu'on teste un peu tout ça. Alors, rapidement, il y a des observations qui nous auraient vraiment permis de distinguer une tache froide ou un nuage de poussière. Ça aurait été avec le radiotélescope ALMA, qui nous aurait permis, bon, étant donné les techniques d'observation radio, la haute résolution angulaire, la haute résolution spectrale, de voir ce qui se passait. Malheureusement, les observations auraient pu avoir lieu en juin 2020, quand les antennes sont séparées de 16 km. Mais en 2020, ALMA a fermé à cause de la pandémie. Donc, c'est vraiment dommage, mais c'était évidemment la bonne décision à prendre, puisqu'il fallait préserver la santé et la sécurité des personnels d'ALMA sur place au Chili, le Chili qui a été très éprouvé par la pandémie. Et alors, que s'est-il passé après? Ici, vous avez la courbe de luminosité, donc les points verts comme tout à l'heure. En bleu, les traits bleus correspondent aux observations que j'ai faites avec Sphère. En violet, ici, vous avez donc on voit ici qu'on a bien ce minimum. On a aussi celui du grand minimum, mais pas aussi bas. Et donc là, normalement, on aurait dû avoir un maximum fin 2020. Mais il semblerait qu'il n'ait pas eu lieu en octobre comme prévu, il a plutôt eu lieu en juillet, quand elle était proche du Soleil. Et donc ensuite, là, elle a eu un comportement un peu erratique, avec un maximum intermédiaire début 2021. Donc on ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Et le minimum de luminosité qui a eu lieu ici en avril 2021. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui arrive ici à Betelgeuse? La réponse est personne n'en sait rien, moi le premier. Mais il y a ici un trait bleu qui indique que nous avons obtenu des observations avec Sphère en avril 2021. Donc je ne vais pas vous les montrer parce que je suis encore en train de travailler dessus, mais il y a un autre article sur Betelgeuse en préparation. Je ne vais jamais m'arrêter sur cette étoile. Voilà, c'était le 4 avril. Tiens, c'est bizarre cette image qui est descendue. Donc, les conclusions. Donc, Betelgeuse explosera un jour. Ici, vous avez une représentation de ce que ça donnera vu de Paris, même avec la tour Eiffel allumée. Donc, en gros, vous aurez une étoile qui serait aussi brillante que la pleine lune dans le ciel le jour où elle explosera. Mais clairement, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a eu des rumeurs suite à cette perte de luminosité qu'elle allait exploser bientôt. La réponse est non, parce que on sait que Betelgeuse, elle est plutôt dans cette phase-là, fusion d'hélium. Donc, elle a sans doute des dizaines ou centaines de milliers d'années à vivre encore. Et surtout, rien n'indique que quand on arrive dans les dernières réactions, ici, avant la supernova, il y ait une variation de luminosité comme celle qu'on a observée. En fait, je n'ai pas vraiment compris pourquoi les gens pensaient que le fait qu'elle baisse en luminosité, ça allait dire ça va exploser. Il n'y a a priori pas de raison de penser ça. Bon, on n'a pas vu beaucoup d'étoiles avant leur explosion en supernova, même dans d'autres galaxies, mais a priori, ce genre de fluctuation n'est pas forcément attendu. La conclusion, c'était qu'il y a eu un nuage de poussière qui s'est formé devant l'étoile dirigée vers nous, et derrière la poussière, une baisse de température au niveau de la surface. Ça va nous aider à mieux comprendre les mécanismes de perte de masse de ces étoiles. Et je tiens à signaler que ce matin, c'est pour ça que l'image précédente était plus basse, parce que j'ai rajouté ce texte 2 minutes avant le début de la présentation. Je l'ai vu sur Archive juste avant de commencer la présentation. Il y a eu un article de Ben Davis qui est sorti sur Archive, qui est accepté pour publication dans Monthly Notices, qui dit que la perte d'éclat, en fait, n'aurait pas été causée par de la poussière, mais par des fluctuations dans le vent stellaire autour de l'étoile.
Donc, je n'ai pas encore pu regarder cet article en détail, mais ça a l'air extrêmement intéressant. Donc, je vais aller regarder ça de très près. Voilà, pour finir, j'aimerais dire que je n'ai pas mené à bien ce résultat tout seul. J'avais une équipe d'une vingtaine de personnes avec moi et c'est des gens formidables avec qui j'aime beaucoup travailler. Et il y a eu des confinements, il y a eu la pandémie et pouvoir échanger et travailler avec toute cette équipe pendant plusieurs mois, ça a été un vrai plaisir et moi, ça m'a aidé à tenir pendant la pandémie. Et donc, je tiens à tous les remercier sincèrement. Et pour finir, je vais vous montrer la vidéo que l'ESO a publiée lors de la publication du papier Nature et je répondrai aux questions juste après. Alors, j'espère que vous entendez le son. Alors, c'est une vidéo qui est en anglais, donc je vais un peu traduire en parallèle. Donc voilà, on demande qu'est-ce qui a éteint les lumières sur Bételgeuse. Ça nous rappelle que Bételgeuse est dans la constellation d'Orion et qu'elle est devenue beaucoup moins lumineuse en 2019-2020. On se demande ce qui aurait pu causer cette perte de luminosité en seulement quelques semaines. Et donc là, on voit les images prises avec Sphère qui défilent. Ah, et on se demande est-ce que Bételgeuse pourrait être en train de mourir juste avant sa supernova. L'ESO, l'Observatoire européen austral, fait sa publicité et montre ses télescopes. Et on dit que c'est grâce à ces télescopes qu'on a réussi à observer Bételgeuse. Et là, vous avez cette vue d'artiste qui montre le point froid à la surface de Bételgeuse et le nuage de poussière devant l'étoile. Donc là, nous sommes en train de tourner autour de Bételgeuse. Voilà, on dit que plutôt que On a eu des toutes petites coupures de son de temps en temps. On n'a pas entendu ta phrase de conclusion. Enfin, moi, je ne l'ai pas entendue. Alors, je disais que je vous remercie tous pour votre attention et que je serai ravi de répondre à vos questions. Donc, pour les questions, vous pouvez soit utiliser le questionnaire, le formulaire, la question-réponse, soit lever la main. Et moi, je vois dans la liste que vous avez levé la main. Je vous ouvre le micro. Alors, moi, j'ai une question tout de suite. La granulation, ces énormes espèces de convection, là, comment ils sont détectés, avec quel instrument, avec quel moyen? Alors, par plusieurs moyens. Donc, la technique historique, ça a été par l'interférométrie optique, donc en recombinant des télescopes au VLT ou sur Chara aux États-Unis, où on arrive à faire une image de la surface de l'étoile, ou également par spectropolarimétrie. Donc là, c'est en mesurant la polarisation dans des raies spectrales, et ça, c'est fait au télescope Bernard-Liot au Pic du Midi. C'est l'équipe de Montpellier et de Toulouse qui s'est spécialisée dans ce genre d'observation et qui a pu retrouver en quelque sorte la convection de Bételgeuse dans les observations spectropolarimétriques. D'accord, donc ça, c'est des observations qui peuvent être faites sur n'importe quelle étoile. Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'interférométrie, il faut quand même que l'étoile soit proche Oui. et grosse pour qu'on arrive à la résoudre. C'est-à-dire que ça permet de voir la surface des étoiles, mais si elles sont trop loin, au-delà de, alors, je ne sais pas de bêtises, convertis les parsecs en années-lumière, bon, au-delà de quelques milliers d'années-lumière, ça devient compliqué, même sur des très grosses étoiles. Sur des petites, n'en parlons pas. Et alors, la spectropolarimétrie, pour l'instant, on le fait surtout sur des géantes et des supergéantes proches. Est-ce qu'on pourrait le faire sur des lointaines? Le problème, c'est qu'il faut un bon signal. Si les étoiles sont lointaines, elles sont moins lumineuses, donc le signal va être moins bon. Donc, je pense qu'il y a une limite, même si on ne l'a pas encore exactement trouvé. Ok, je crois que personne ne veut poser de questions. Alors moi, j'en ai encore une autre. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre ce vent solaire, enfin, le vent solaire de l'étoile, et les nuages de poussière? Est-ce que les nuages de poussière font partie du vent solaire ou est-ce que c'est quelque chose de différent?
Miguel est figé. Alors Nicolas, je t'ai perdu pendant un moment. Je ne sais pas s'il y a Oui. des problèmes de connexion à Oui, il y Meudon, a un mais petit problème de connexion. ouais. Je me demandais quelle est la différence, enfin, comment on peut expliquer la différence entre les nuages de poussière, là, ce fameux nuage de poussière qui est caché, et le vent solaire. Est-ce que c'est quelque chose fondamentalement différent? Est-ce que c'est deux domaines différents? Ou est-ce que c'est... Bon, voilà, je te laisse expliquer. Question difficile. Ah. Alors, non, mais d'une certaine manière, c'est un peu similaire parce que c'est effectivement de la matière qui va partir de l'étoile, mais c'est extrêmement différent en ce sens que c'est, comme je disais, c'est un vent qui est 10 millions de fois plus dense que le vent du Soleil. Et a priori, les mécanismes de déclenchement sont très différents entre le vent solaire et les supergéantes rouges. Parce que la Et, physique est complètement différente. et encore une fois, enfin, la suite de ma première question, comment fait-on pour observer, détecter, analyser le vent solaire d'une étoile lointaine? Alors là, il y a pléthore de moyens. Donc en fait, finalement, l'image que j'ai montrée avec Visir, où on voit le cocon de poussière autour de l'étoile, c'est quelque part, c'est le vent. On voit cette poussière, elle paraît figée, mais en fait, c'est en train de s'éloigner de l'étoile. Et il y a plein d'observations radio, donc soit avec ALMA, où on peut faire vraiment des images du gaz autour de l'étoile. Pierre Kervella a fait ça il y a quelques années. On a fait ça sur plein de géantes rouges quand j'étais à Louvain, dans le cadre d'un large programme ALMA. Qui s'appelle Atomium. Donc c'est un article qui a été publié dans Science en 2020. Je suis second auteur de cet article et on voit toute la structure du gaz en forme de spirale autour de plusieurs étoiles. Et sinon, en fait, historiquement, une des façons de le faire, c'est aussi avec des antennes radio comme le 30 mètres de l'IRAM en Espagne, où on fait juste un spectre en radio et la largeur de l'arrêt radio nous indique les caractéristiques du vent de l'étoile. Hervé Roy avait une question, je le laisse parler en direct, s'il veut. Ah, il n'a pas son micro allumé apparemment. Juste une question d'astronome amateur. Est-ce que c'est encore intéressant d'observer les variations d'éclat de bételgeuse et quelle est la précision des mesures nécessaires pour que ça présente un intérêt? Alors oui, c'est très intéressant de continuer à observer Bételgeuse. Moi, je vais régulièrement voir la courbe de lumière publiée par la AVSO. Il faudrait que je diversifie un peu d'ailleurs mes sources. Pas que Bételgeuse d'ailleurs. Je suis preneur de toutes les supergéantes rouges qui vont être observées. Antares est souvent délaissé. Il y a Musséphée qui est bien visible dans l'hémisphère nord, Céotori, parce que ce serait intéressant de voir comment leur luminosité fluctue. Est-ce que c'est similaire à Bételgeuse ou pas? Tout le monde regarde Bételgeuse, mais il y en a d'autres. Et la précision des mesures requises, alors là, on était sur les barres d'erreur qu'il y a dans la base de données là, que j'ai utilisée, c'est le centième de magnitude. Moi, je pense que c'est largement sous-estimé, ne serait-ce que quand on voit le bruit sur les mesures. Mais déjà, avoir un dixième de magnitude pour des étoiles proches, comme ça, c'est pas mal. Descendre sous le dixième de magnitude, ça me paraît encore mieux. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Il y avait une question de Kevin Barjot, si tu veux bien parler. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, merci. Salut Miguel. Ma question c'était si demain Bételgeuse meurt en supernova, qu'est-ce qu'on utiliserait comme télescope et comme instrument pour étudier cette supernova, vu que c'est Oui, mais très lumineux, et qu'est-ce que ça nous apporterait comme connaissance sur les supernovas? alors, Plus. effectivement, ce serait passionnant. Alors, quel télescope utiliser? Grande question, parce qu'un objet aussi brillant que la pleine Lune sur un 8 mètres de diamètre. Alors, on s'est posé la question pendant la période de luminosité, si ça arrivait, on ne pourrait pas l'observer sur la plupart des télescopes qui ont des instruments professionnels, parce que ils seraient tous éblouis ou ça détruirait les instruments. Il y a même, je crois, il y a une observation qui a été faite pendant la période de luminosité aux États-Unis où ils ont saturé un instrument, donc ils ont mis une espèce de diaphragme dessus. Donc oui, voilà, il faudra diaphragmer du télescope, mettre des caches pour essayer de diminuer la luminosité.
Par exemple, les télescopes à Meudon, là, ils sont pas trop mal placés quoi, pour faire ça. Alors, pas forcément le 1 mètre, mais le 60 cm, les petits mids, là, il y a moyen de faire des choses. On avait tenté de faire de la photométrie en bande K avec le 32 cm. C'est Pascal Gallet qui avait essayé. Mais il y a eu des problèmes dans le pipeline de réduction qui fait qu'on n'a pas pu exploiter les données. Mais voilà, c'est vrai que pour une supernova galactique, on n'est pas bien équipé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre si une supernova explosait dans la galaxie? Plein de choses. La dernière qu'on a vue dans notre Voie lactée, c'était il y a 400 ans, la supernova de Kepler. Bon, il y a eu SN 87A dans le nuage de Magellan, mais c'est quand même beaucoup plus loin. On apprendrait plein de choses sur les courbes de luminosité. On pourrait avoir des observations sans doute juste avant la supernova. Donc, on pourrait voir à quoi ressemble l'étoile avant, dans une étoile comme Bételgeuse qui est très, très, très suivie. On aurait tout un tas d'observations dans les années qui précéderaient et voir comprendre ce qui s'est passé avant pour éclairer comment a pu se dérouler la supernova, voir si la matière qui est en permanence, qui est déjà là autour de l'étoile, va changer la courbe de lumière de la supernova. Selon les télescopes qui pourraient fonctionner, on pourrait peut-être avoir des images résolues de la région de la supernova. On peut très bien imaginer qu'on pourrait fabriquer des densités neutres. Ça fait 400 ans donc on n'a pas vu de supernova dans la Voie lactée. Et ça fait aussi 400 ans à peu près qu'on observe le ciel. Donc c'est comme si, avec des télescopes. Donc ça veut dire que à partir du moment où on a eu les moyens de voir les choses en détail, on n'en a plus vu. Donc on dirait que c'est presque fait exprès. Donc j'espère qu'on en aura bientôt et plusieurs d'affilée pour rattraper le temps perdu. Merci. À propos des géantes rouges, donc si j'ai bien compris, c'est un phénomène, c'est la première fois que ce genre de phénomène est observé. Est-ce qu'il y a eu quand même des fluctuations un peu curieuses quoi, de luminosité sur d'autres géantes rouges? Est-ce qu'on est capable est-ce que vous êtes capable de donner un peu des probabilités que ce phénomène peut arriver, va arriver et va être observé, ou est-ce qu'on est dans le flou total et dans l'attente d'un renouveau de ce phénomène sur Bételgeuse ou ailleurs? On est dans le flou total. Okay. Ça n'a jamais été observé sur d'autres supergéantes rouges. Elles ont des petites fluctuations, mais jamais aussi grandes. Donc, oui, là, on n'est pas perdu, mais ce serait bien que ça arrive au moins à une autre, quoi, pour essayer de comprendre. Mais juste la baisse de température, est-ce que c'est quelque chose qui est compris à peu près physiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévisible? Alors, ce serait une conjonction en fait, de pulsation de l'étoile et de la convection. Mais pareil, disons qu'on se contente de cette explication, mais on n'a pas ce qu'il faudrait. Et ce que moi j'aimerais faire, c'est voir la surface de l'étoile, suivre la surface de l'étoile au cours du temps, en fonction de la position sur la courbe de lumière, et voir comment la surface de l'étoile, sa température, avoir une carte de température en quelque sorte, au cours du temps, et voir comment on peut relier ça à la pulsation, et voir si c'est effectivement lié à la convection, à la pulsation. Voilà, il faut observer et voir ce qu'on peut en tirer. Ok. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Alors, je suis désolé pour ces déconnexions, puisque je suis dans mon bureau à Meudon. Donc... Je ne sais pas, parce que normalement, on a une très bonne connexion. Alors, je ne sais pas si ça vient de nos machines. C'est la première fois dans les séminaires, dans les webinaires qu'on fait, qu'on a ces petites coupures. Je suis désolé pour tout le monde. C'était quand même, heureusement, ce n'était pas trop long. Donc, je remercie Miguel pour son exposé très clair et puis très intéressant. Et on espère qu'il y en aura un prochain sur le même sujet avec d'autres infos. Et il y a quand même une dernière question de Hervé. Quels seraient les meilleurs candidats d'étoiles à observer?
Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, donc super géante rouge. Donc, bon, BTGeuse du suivi, mais elle est tellement suivie que voilà. Antares, Musefé, CE Tori. Ça, voilà, c'est des super géantes rouges brillantes, relativement facilement observables, donc, et assez peu suivies. Et je rajouterais bien VX Sagittarius, même si elle est quand même assez basse vue de l'Europe. Déjà, voilà. Et ensuite, bah, oui, je pense que c'est voilà, les super géantes rouges majeures proches. VYCMA aussi, mais bon, celle-là, elle est invisible à l'œil nu. Bon, amoureux des étoiles rouges, vous avez la liste. Allez-y. Merci à tous d'avoir assisté à ce séminaire. Prochain séminaire dans un mois à peu près. Encore une fois, on a du mal à caler les noms longtemps à l'avance, donc je ne peux pas vous dire qui ça sera. Et comme j'avais dit, ce séminaire avec Miguel sera sur la chaîne YouTube de l'Observatoire bientôt. Et Miguel, vous pouvez le suivre ici et ailleurs. C'est un homme médiatique, on va dire. Un peu trop ces temps-ci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.